Fin 2019 et début 2020, il est tout à fait possible que vous ayez été exposé sur les réseaux sociaux à un court texte en anglais qui pouvait se traduire grossièrement comme ceci. Si vous êtes imprudent et que vous finissez par no-clip en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis humides, le monochrome jaune sur tous les murs, le bourdonnement incessant des lampes électriques au plafond, piégés dans approximativement 1,553 milliard de kilomètres carrés de pièces vides aléatoirement segmenté. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris l'utilisation du mot no-clip, il s'agit d'un terme issu des jeux vidéo qui décrit un phénomène où un personnage traverse les textures, montrant donc l'envers du décor du jeu vidéo. Ce texte décrit donc cette hypothèse selon laquelle on pourrait traverser la réalité elle-même et se retrouver dans une réalité alternée, différente, une réalité hostile au fonctionnement et à la géométrie étrange. Il est probable, si vous suivez beaucoup l'horreur sur internet, que ce texte vous dise quelque chose ou même que vous l'avez lu. Mais encore plus probable serait que vous ayez vu cette image. Une soi-disant photo des backrooms. C'est un mème qui s'est énormément propagé et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre vous en aient entendu parler. Néanmoins, je suis presque sûr qu'une toute petite partie de ma communauté sait réellement toute la documentation qu'on peut trouver sur internet autour des backrooms. Véritable terrier de lapin dans lequel on peut s'enfuir pendant des heures. Laissez-moi vous parler des milliers de pages et de tout l'univers qui a été documenté sur internet autour de ce phénomène étrange qui part à l'origine en 2019 de cette simple photo. Bienvenue dans les backrooms. Préparez-vous à explorer tous vos cauchemars. Mon Dieu, ce que ça fait plaisir d'enfin pouvoir en parler. Vous m'avez beaucoup demandé de traiter le sujet des backrooms, de traiter tout son impact sur Internet, et je vais essayer du mieux que je peux de faire justice à ce sujet passionnant. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties, et je vais commencer pour des raisons d'immersion, par tout bêtement une exploration des backrooms. Parce que si le concept peut paraître très fin dans ce premier texte, réalisez bien que vous êtes en face d'un des univers les plus complexes qui a pu être découvert sur Internet. Explorons les backrooms, commençons par le début. Tout commence dans le monde réel. Vous êtes sur Terre, tout se passe bien, vous passez votre journée sans aucun problème, quand soudain, sans que vous ne sachiez pourquoi, votre pied commence à traverser le sol, puis votre corps entier, vous tombez dans le noir complet, puis finalement, vous heurtez le sol. C'est un sol habituel et à la fois inhabituel, une moquette légèrement humide, assez crasseuse et sale. L'endroit est complètement silencieux et vos yeux lentement s'accommodent à la forte lumière située au-dessus de votre tête. Vous êtes actuellement dans les backrooms, dans un infini dédale de pièces ressemblant à des locaux de bureaux ou de réserves de supermarchés complètement vides. Le sol est couvert d'une moquette humide, parfois moisie. Les murs, eux, sont couverts d'un papier peint jaunâtre, impersonnel, avec de vagues motifs ne changeant presque jamais. Le plafond, lui, est un classique faux plafond plutôt cheap, sur lequel sont placées irrégulièrement des lumières clignotant de temps en temps, sans réel pattern discernable. Celles-ci ont une particularité, elles émettent un bourdonnement fort, enfin du moins plus fort que le bourdonnement normal de ce genre de lumière, et il s'agit du seul son qui stimule vos oreilles. Tout le reste est plongé dans un énorme silence. Vous êtes complètement seul. De nombreuses autres personnes sont déjà tombées dans les backrooms. D'autres voyageurs. Vous avez un point commun avec tous ces voyageurs, vous êtes tous tombés au même endroit. L'étage 0. Vous êtes à l'intérieur de cette infinie dédale de pièces de bureau. Il est très facile de mourir ici. Déjà car parfois, certains voyageurs ne sont juste pas expérimentés et meurent de déshydratation et de faim. Ou simplement car ils tombent dans la folie. Le problème des backrooms, et ça on va le comprendre très vite, c'est que ça a un impact très important sur la santé mentale. La géométrie et l'espace dans les backrooms est constamment distordu et inhabituel. L'espace est non linéaire et confus. Il est possible en allant dans la même direction constamment de retomber à nouveau sur une pièce qu'on a déjà franchie. L'environnement est redondant, il y a un enfermement constant et si on ajoute à ça
le bourdonnement des lumières qui lui aussi est redondant, il y a largement de quoi devenir complètement fou. Vous commencerez donc à avoir des hallucinations qui arrivent en conséquence directe de cet isolement. Vous entendrez des chuchotements, des voix, des insectes croulant sur les murs ou sous votre peau, une amplification assourdissante du bourdon de la lumière. La solitude vous écrase, elle presse contre vos oreilles et votre peau. Vous errez dans une solitude complète jusqu'à ce que le sentiment empressant que vous êtes suivi vous guette. La documentation sur Internet semble indiquer qu'à l'étage 0, il n'y aurait pas spécialement d'autres choses, d'autres entités, car tout simplement, personne n'a croisé de voyageurs ou même d'autres choses tout simplement. Mais néanmoins, il est très possible qu'il y en ait, mais que nous n'en ayons jamais entendu parler. En effet, les explorateurs des backrooms semblent indiquer que de nombreuses personnes y sont mortes, mais qu'aucun cadavre n'a jamais été retrouvé. Et si la quasi-totalité semble être morte de déshydratation et de faim, il est tout à fait possible que quelque chose se débarrasse des corps. Mais si vous êtes bon et que vous avez un bon instinct de survie, vous pouvez éventuellement vous en sortir. Il y a deux solutions en général. D'abord, vous pouvez marcher suffisamment longtemps dans la même direction et finir rarement par tomber sur la Manila Room, une pièce très éclairée aux lumières violemment bruyantes dans laquelle on trouve quelques meubles, dont des mystérieux papiers d'autres voyageurs permettant de guider les nouveaux. Il semblerait que le seul moyen de s'en sortir serait à nouveau de no-clip de cette réalité. Ce ne se souvenant pas, un no-clip, c'est bel et bien traverser la réalité, passer à travers, comme dans un jeu vidéo quand on passe à travers les textures en enlevant toutes les collisions. Néanmoins, no-clip dans l'étage 0 ne vous ramène pas à la réalité, sinon ce serait beaucoup trop simple. En réalité, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'étage 0 des backrooms, parce qu'il y a des centaines d'autres. Et donc, tout naturellement, si vous arrivez à sortir de l'étage 0, vous arriverez dans l'étage 1, surnommé la zone habitable. L'étage 1 est beaucoup plus vivable que l'étage 0. Cet étage semble ne pas être infini, mais reste d'une superficie dantesque. Elle ressemble à un gigantesque entrepôt souterrain à l'organisation beaucoup plus complexe, possédant des ascenseurs, des escaliers, des portes, l'architecture est décrépite et de nombreux objets intrigants peuvent y être trouvés. C'est là qu'on découvre que la plupart des étages des backrooms possèdent des fonctionnements très peu intuitifs et parfois complètement aléatoires comparés à ce que l'on vit dans la réalité tout à fait normale, qui obéit aux lois de la physique. Le monde peut être distordu et des entités étranges semblent pouvoir y prendre forme. Par exemple, dans l'étage 1, quelques événements très étranges arrivent régulièrement. D'abord, des caisses de vivres aléatoirement apparaissent avec à l'intérieur de la nourriture, des armes, des vêtements, de l'équipement médical, mais surtout de l'eau d'amande. Habituez-vous constamment à entendre parler de cette eau d'amande qui paraît si étrange. C'est une spécificité des backrooms. L'almond water ou eau d'amande est une sorte d'eau avec un léger goût vanillé mélangé à de l'amande qui s'avère être la quasi-totalité du temps la seule source d'hydratation dans les backrooms. À côté de ces caisses de vivres, on peut trouver des objets plus bizarres, genre des pièces de voiture, des boîtes de crayons, des seringues usagées, du papier partiellement brûlé, des souris et d'étranges peintures à l'image changeante quand on ne les regarde pas, dont l'origine est inconnue. Il est déconseillé de rester à côté. Mais un des gros problèmes de l'étage 1, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous tomberez parfois sur des entités hostiles, indéterminées, apparaissant dans des laps de temps où l'électricité coupe. Vous les verrez partir de loin, parfois même sans être au courant de s'il s'agit d'un autre survivant ou de s'il s'agit en effet d'une entité inconnue. Mais faites attention, parfois celles-ci peuvent paraître particulièrement hostiles et ne pas vous fuir et ne pas rebrousser chemin quand elles vous croisent. Il est conseillé également de toujours garder une main sur les objets que l'on souhaite garder, car quand l'électricité coupe et qu'elle réapparaît, il est tout à fait probable que ceci ait disparu. Il est possible que vous tombiez aussi sur d'autres survivants dans cet étage. Néanmoins, si vous voulez absolument progresser dans les backrooms, continuez simplement à marcher dans l'étage 1. Marchez jusqu'à ce que vous trouviez des couloirs. Marchez, marchez et marchez. Et vous finirez sans vous en rendre compte dans le premier étage véritablement dangereux des backrooms. L'étage 2 est une série de tunnels de maintenance s'étirant sur des millions de kilomètres, dont la trajectoire change rarement. L'environnement est insalubre et relativement plus bruyant qu'avant, dû à la présence abondante de tuyaux, de chaudières et de ventilation suivant les couloirs. Il semblerait d'ailleurs que ces tuyaux contiennent une substance noire et visqueuse similaire à du goudron qui aurait été complètement homogénéisé. Il est extrêmement déconseillé de s'approcher de cette substance, encore plus de l'inhaler ou de l'ingérer,
celle-ci pourrait être extrêmement dangereuse selon les documents qu'on peut trouver sur internet. Parfois on peut trouver des portes menant à des pièces possédant chacune quelques objets dont parfois des ordinateurs. Néanmoins ces tunnels peuvent être extrêmement dangereux. Il y a deux grands dangers particuliers dans l'étage 2. D'abord, il y a la chaleur. Elle peut aller jusqu'à plus de 43 degrés Celsius dans certains endroits, rendant la progression dans l'étage particulièrement difficile. Mais le deuxième plus grand danger de l'étage 2, c'est la présence d'entités hostiles, inconnues de la plupart des humains se rendant pour la première fois dans les backrooms. J'ai été plutôt discret à propos des entités jusqu'à maintenant, mais il semblerait que les backrooms, dus à leur géométrie et leur fonctionnement étrange, aient créé par incidence des créatures au fonctionnement illogique et mécompris des êtres humains. Dans l'étage 2, on peut tomber par exemple sur d'étranges sourires perçant l'ombre, appelés des smilers, qu'il ne faut jamais cesser de regarder. On peut également tomber sur des agglomérats de plein de membres humains recollés de manière absurde, croulant dans les sous-sols, appelés des clumps. Mais on peut surtout tomber sur deux créatures iconiques des backrooms. D'abord, il y a le voleur de peau. Celui-ci agira comme un autre être humain avec très peu de conversation. Il ne peut qu'imiter sans comprendre le langage humain. Il vous suivra un peu sans vous attaquer jusqu'à ce que la faim le guette. Il s'agit en réalité d'une bestiole à la peau blanche organique, pouvant accrocher des matières diverses. Elle s'en sert pour porter la peau d'un être humain à la perfection et pouvoir ainsi attaquer sans être repéré. L'autre grande créature dangereuse et facilement trouvable dans cet étage, c'est le très célèbre Hound, que l'on va appeler un chien de chasse. Ceux-ci courent après n'importe qui qu'ils croisent. Ils sont extrêmement agressifs et apparaissent comme des sortes d'humains aux longs cheveux avec des griffes et une large bouche. Il existe quelques petites images de chiens de chasse qui auraient été réalisées dans les backrooms, mais il existe particulièrement une vidéo d'un chien de chasse juste avant qu'il parte à l'attaque de la personne qui filme. La voici. Si vous arrivez malgré tout ça à vous en sortir dans cet étage, vous tomberez éventuellement sur une porte non verrouillée. Celle-ci peut amener à des pièces multiples, ou par chance, elles peuvent vous amener à l'étage 3. Mais bon, on ne peut pas vraiment considérer ça comme de la chance. Étage 3, le poste électrique. Si vous arrivez dans l'étage 3, vous remarquerez d'abord en premier temps qu'il fait un peu moins chaud que l'étage 2. La chaleur est quand même présente, mais ça reste un peu plus vivable. Mais bien qu'il est moins chaud et plus abondant en ressources, il reste beaucoup plus dangereux car il est véritablement infesté d'entités de toutes sortes, au point qu'il est impossible de ne pas en croiser durant son chemin, même quand il est court. Il ne faut vraiment pas s'y aventurer sans être prêt. L'étage se présente comme une série de pièces et de couloirs aléatoirement disposés, ressemblant à un mix entre une usine, un hôpital abandonné et une prison au métal rouillé et rongé par le temps. L'endroit est délabré et bruyant, dû à la machinerie riche et usée qui la couvre de toutes parts. La lumière y est présente de manière inconsistante, oscillant régulièrement entre des pièces plongées dans le noir et des lieux relativement bien éclairés. Il est possible de trouver des chemins obstrués par des barres de prison. Celles-ci sont incassables et complètement infranchissables, et il est conseillé de s'éloigner d'endroits où de nombreuses barres de prison sont présentes, car elles auraient des effets psychologiques sur ceux s'en approchant, créant un sentiment important de peur et d'anxiété. Une des grosses étrangetés de cet étage, c'est la présence abondante de postes électriques ne faisant pas sens, des générateurs par-ci par-là qui semblent ne servir absolument aucune utilité. Les pièces dans lesquelles on trouve ces équipements électriques sont très sombres, souvent illuminées exclusivement par le générateur. Ne restez vraiment pas trop proche de celles-ci, en effet elles sont connues comme étant très instables et peuvent régulièrement se casser et dans certains cas assez rares, exploser. L'explosion spontanée étant extrêmement dangereuse pour les personnes étant présentes à côté. Et même si la température de l'étage 3 est significativement plus tolérable que l'étage 2, elle reste de plus en plus importante au fur et à mesure de la progression, atteignant parfois plus de 57 degrés Celsius. Mais cela n'arrivera que si vous avez la chance de progresser suffisamment longtemps sans vous faire violemment attaquer par les nombreuses entités, beaucoup plus nombreux que dans les autres étages. Alors quel est l'intérêt d'y rester aussi longtemps si c'est aussi dangereux? Tout simplement car il est possible d'y trouver de nombreuses vivres et d'objets, mais il est déconseillé d'y rester de façon permanente, toute tentative ayant été réalisée dans le passé qui ont été enregistrées, ayant complètement échoué, sauf dans de rares cas où de très nombreuses personnes ont essayé d'effectuer ça. Cherchez rapidement des portes d'ascenseur. Une d'entre elles finira peut-être par vous amener à l'étage 4. Étage 4, le bureau abandonné.
L'étage 4, c'est le premier moment où on peut un peu respirer. Si l'intégralité des étages jusqu'à maintenant était une progression dans l'horreur et dans la dangerosité, celui-ci est le premier étage de toutes les backrooms à être presque parfaitement safe. C'est un endroit où beaucoup de survivants restent longtemps. Il s'agit d'un gigantesque bureau vide et lumineux. On n'y trouve que très peu de mobilier et beaucoup de fenêtres dont la plupart sont barricadées. Néanmoins, il est strictement interdit de s'approcher des fenêtres. En effet, ce sont des pièges avec un fonctionnement très étrange s'apparentant à des leurres. Il y a très peu d'entités à l'intérieur. Il y a quelques chiens de chasse qui ont été trouvés, mais ils sont très peu communs, ainsi que quelques dullers, des créatures humanoïdes noires difficiles à observer car fuyant toute personne les observant. L'étage 4 possède de nombreuses fontaines d'eau d'amande et également des distributeurs à nourriture et en général des tonnes de sources de nourriture et de survie qui sont très pratiques pour la quasi-totalité des survivants y étant. Certains y restent longtemps, voire même indéfiniment. C'est le véritable premier point où on peut respirer. Mais si vous faites partie des gens voulant absolument progresser dans les backrooms, peut-être à la recherche d'un retour à la réalité, si vous voulez vraiment essayer de trouver une sortie au backroom, eh bien il est possible que si vous tombiez sur un escalier ou un ascenseur qui semble avoir apparu d'un coup, ceux-ci ont une certaine chance de pouvoir vous amener à l'étage 5. Néanmoins, il faut que vous soyez prêts, préparez vos vivres, préparez le maximum de choses, parce que les prochains étages sont parmi les plus dangereux des premiers étages des backrooms. On retourne dans la dangerosité. L'étage 5 prend la forme d'un hôtel infini, avec de nombreuses pièces et couloirs à l'architecture organisée, ressemblant à un hôtel au début du siècle dernier. Tout est propre au point d'être étrange et particulièrement dérangeant. Toute saleté se retrouve quelques minutes après automatiquement nettoyée quand on ne les regarde pas. Dans les halls et les couloirs, on peut entendre des échos de jazz très vieillots, semblant dater d'environ des années 30-40, qui proviennent de tourne-disques disposés dans certaines pièces. Cet étage est célèbre pour être un des plus terrifiants à parcourir, que ce soit les discussions étouffées d'un dîner mondain perçant quelques murs, des bruits de frappements sur les murs ou quelqu'un tapant les épaules des voyageurs quand ils sont isolés, la solitude et l'enfermement de l'hôtel donnent l'impression d'être suivi par quelqu'un ou quelque chose et de perdre la tête. L'hôtel en lui-même est composé de 3 zones majeures. La première zone est le hall principal. Ce nom est plutôt fallacieux car la structure non linéaire de l'étage 5 fait que l'on tombe régulièrement dessus, peu importe la direction que l'on prend. Celui-ci est une salle rouge décorée de façon vintage, son atmosphère est menaçante et certains ont l'impression que des visages sur le papier peint les observent. Les pièces attachées à ce hall sont toutes vides, à l'exception de certaines qui sont particulièrement bien meublées. Il y a également des ascenseurs dans la pièce qui amènent à une série de 382 étages. Les 12 premiers amènent à d'autres endroits dans l'étage 5, dans l'hôtel de la terreur. Néanmoins, il est strictement interdit d'aller au-dessus de l'étage 12. Tout voyageur étant allé à un étage supérieur au 13e étage n'est jamais revenu. On ne sait pas s'ils sont morts ou juste s'ils ont disparu. La deuxième zone est la pièce Beverly, une gigantesque salle de bal d'un autre temps servant de hub à l'étage 5. Elle contient des centaines de portes sur ses côtés. La salle, elle, est complètement vide à l'exception d'une table en son centre, illuminée par un seul chandelier. On y retrouve des boissons, mais particulièrement un jeu de mahjong qui n'a jamais été terminé, car toute personne essayant trop de s'en approcher finit par reculer suite à une gigantesque détresse mentale inexpliquée. La troisième zone importante de cet étage, c'est la chaufferie. Il s'agit de la seule pièce insalubre et visiblement sale. Elle est large et remplie de machinerie et de chaudières. Ne soyez surtout pas claustrophobe parce que vous êtes complètement entouré de tuyaux à pression extrême faisant énormément de bruit, se situant tous près de vous. Certains disent également avoir entendu des chuchotements provenant de certains fours de la salle sans savoir vraiment pourquoi. Mais il y a également les rumeurs d'une quatrième zone appelée le lobby, dont tous ceux l'ayant pénétré ne se souviennent pas vraiment comment y être entrés et finissent par oublier tout souvenir de celle-ci. Il est largement possible que beaucoup de voyageurs y soient entrés mais qu'il ait tout simplement oublié. Et ce serait peut-être lié à une chose très importante de l'hôtel, la raison de sa dangerosité excessive. En effet, jusque-là, on pourrait se dire à la limite que l'étage 5, c'est pas grand-chose. C'est juste assez terrifiant, bizarre, et avec 2-3 règles à bien connaître, mais sans ça, ça n'a pas l'air d'être au niveau de l'étage 3. Il y aurait une rumeur autour de la bête de l'étage 5. Ce serait une entité qui se présenterait comme un businessman convaincant, voulant vous amener dans son bureau. Il apparaîtrait après avoir regardé les visages sur les peintures dans les halls et les couloirs. Il est strictement interdit de le suivre, de l'écouter, de le regarder. Évitez-le, courez, il vous veut du mal. Si vous voulez sortir, il existe de nombreux moyens de partir. Mais nous voulons descendre dans l'étage 6, à nos risques et périls. Pour ce faire, il faut aller dans la chaufferie et progresser le plus loin possible dans celle-ci. La chaleur vous entoure, elle presse sur vous.
Mais avant même que vous vous en soyez rendu compte, vous serez dans l'étage 6, le plus dangereux jusqu'à maintenant. Je vais passer peu de temps sur l'étage 6. C'est simple, vous êtes dans le noir, dans des couloirs semblant infinis. Les murs sont en métal et le sol en briques. Le noir est suffisamment épais pour rendre la progression extrêmement difficile, mais pas suffisamment pour être un voyage à l'aveugle. L'étage 6 est dangereux pour des raisons tout à fait différentes. Les sources externes de lumière n'aident pas à mieux voir dans cet étage. En effet, l'obscurité écrasante de l'étage 6 semble les absorber automatiquement. L'intégralité de l'étage est assourdissant de silence. Il n'y a rien ni personne. Vous ne verrez jamais personne ni la moindre entité. Jusqu'à ce que vous entendiez des bruits, des sons indéterminés, des entités familières. Cet étage détruit votre santé mentale au plus profond. La privation des sens vous rend fou. Il est considéré par de nombreux voyageurs comme l'un des plus dangereux étages de toutes les backrooms. Comme le cite la page la documentant, une proportion significative de voyageurs entrant dans l'étage 6 n'en revient jamais. L'étage 7 des backrooms est étrange, il est divisé en deux parties, une pièce d'entrée et un océan. Ouais, un océan complet. La description dans les documents qu'on peut trouver sur internet est assez floue. Certains détails sont assez difficiles à comprendre. L'entrée est une pièce légèrement inondée par 5 cm d'eau, mais complètement meublée, remplie de différentes curiosités, dont des livres à l'origine inconnus. Si vous ouvrez la porte de sortie de la pièce d'entrée, vous vous retrouverez en face d'un gigantesque mur d'eau vertical. Si vous franchissez le sol de la porte, vous vous approcherez très rapidement de ce mur d'eau. Vous venez en réalité de tomber, la gravité vient de changer de sens. C'est un des seuls étages des backrooms qui semble avoir un contrôle direct sur la gravité. Une fois que vous avez franchi la porte de la salle d'entrée, vous êtes dans l'océan et c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Cet océan est froid et il s'étire à perte de vue dans toutes les directions, sans la moindre présence de terre. Il semblerait néanmoins qu'il y ait quelques îles minuscules au nord de la porte de la salle d'entrée, mais aucune vie n'y aurait été trouvée. N'essayez pas de boire de l'eau par contre, en effet il ne s'agit pas d'eau minérale ni d'eau d'amande, il s'agit d'eau distillée, et si vous avez bien suivi vos cours de physique-chimie, vous savez que boire de l'eau distillée est extrêmement dangereux pour la santé. Les profondeurs de l'océan sont particulièrement glauques, la lumière y est vite absente, absorbée, et plus on descend, plus on trouve des squelettes humanoïdes, voire même humains. Ne tombez pas trop profond dans l'eau car cet étage est extrêmement dangereux. En effet, une entité au fonctionnement peu connue sonde les abysses et s'attaque à quiconque elle repère. Il vous faudra chercher sous l'eau des entrées ressemblant à des entrées de caves sous-marines pour accéder à l'étage 8. L'étage 8 est l'un des étages les plus dangereux des backrooms. Même certains des hommes les plus préparés, armés avec des groupes extensifs derrière eux, ont quand même réussi à échouer dans la grotte. Il est extrêmement déconseillé d'y rester longtemps. Il faut le plus rapidement possible trouver une sortie et au maximum ne pas se faire repérer. Cet étage prend la forme d'une grotte humide et insalubre, similaire à celle existant dans le monde réel, éclairée par des sources lumineuses faibles à l'origine inconnue. Comme dit précédemment, cette grotte est extrêmement dangereuse, des dangers s'y trouvent dans tous les recoins et il est presque impossible d'y survivre pendant plus d'un jour. L'eau n'est pas consommable dans cet étage car infestée par des bactéries et minéraux dont une mystérieuse maladie se répandant dans tous les niveaux des backrooms. On trouve également des flaques de la matière visqueuse présente dans les tuyaux des étages 2 et 3 qui, je vous rappelle, est extrêmement toxique. Le bestiaire d'entités de l'étage 8 est tellement élevé qu'il est juste conseillé pour s'en échapper de trouver au plus vite un endroit où l'on peut no-clip, où l'on peut traverser la réalité. La grotte risque grandement de vous aspirer avec son obscurité et de vous prendre dans vos pires moments de faiblesse. Et si vous avez eu la chance de traverser la réalité, vous vous trouverez dans l'étage 9. L'étage 9, lui aussi, est très dangereux, bien que difficilement au même niveau que le précédent. Il s'agit du dernier étage de la suite linéaire des 10 premiers étages, de 0 à 9, et celui-ci se présente comme une banlieue américaine classique plongée dans la nuit infinie. Les rues de cet étage sont extrêmement infestées d'entités jusqu'à la moelle et il est presque impossible de s'y balader sans que l'on se fasse attaquer. Les maisons du voisinage sont accessibles, certaines sont complètement vides, d'autres sont meublées et peuvent contenir des outils utiles à la survie. Néanmoins, il est conseillé pareil de trouver rapidement une sortie, sauf que là on se retrouve dans un des éléments qui va être le plus important pour bien comprendre les backrooms. Ici je vous ai décrit le chemin classique de quelqu'un se rendant dans les backrooms qui fait le voyage pour la première fois et qui s'en sort plutôt bien. Mais en réalité, les backrooms ne sont pas linéaires.
On ne va pas de l'étage 0 à l'étage 1, à l'étage 2, à l'étage 3, à l'étage 4 constamment. En réalité, il existe énormément d'embranchements et c'est un bordel de connexions, un véritable arbre qui va dans tous les sens et dont les branches s'entremêlent. À partir de l'étage 9, cette linéarité est cassée. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte d'à quel point le délire est vertigineux. Car il existe des centaines d'étages au backroom et de nouvelles documentations apparaissent jour après jour. D'où viennent ces documents? Comment j'ai pu vous décrire un tel truc? Eh bien tout ça vient d'un site, un Wikidot sur les backrooms. Une sorte de wiki communautaire de gens qui vont décrire chaque étage à la suite, leur fonctionnement, les entités que l'on peut y trouver de manière chirurgicale ou parfois à travers des rapports de voyage d'autres voyageurs étant passés dans les mêmes étages. Alors évidemment à ce niveau-là vous aurez compris, pas la peine de l'expliquer, j'ai voulu garder ça de côté pour qu'on puisse favoriser l'immersion au maximum, mais les backrooms n'existent pas. C'est en réalité un projet communautaire de gens ayant imaginé tout un univers et on va voir ce que ça implique. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer un peu plus le lore des backrooms, un peu quitter cette narration à la première personne qui vous met dans les pieds de quelqu'un s'y déplaçant. Et là, je vais vous donner des exemples d'étages que je trouve particulièrement intéressants et vous donner un peu plus d'explications sur tout ce qui se passe et comment fonctionne cet univers. Après ça, on va essayer d'analyser tout ça, essayer d'analyser le fonctionnement, lier ça à d'autres modes et canons de l'horreur et également essayer de comprendre l'origine de tout ça. D'abord, laissez-moi vous présenter quelques étages intéressants qu'on peut accéder à partir des étages 0 à 9 que je vous ai déjà expliqués. Parce que vous allez voir à quel point l'embranchement peut aller dans tous les sens. D'abord, on trouve l'étage 11, appelé aussi la ville infinie. C'est un étage plus sécurisé que l'étage 9, se présentant comme une ville infinie, vaguement américaine, complètement vide. Les bâtiments et les immeubles qu'on y trouve sont soit vides, soit remplis de mobilier avec des architectures incohérentes comme des escaliers menant à nulle part. On trouve parfois également des immeubles flottant dans les airs, d'autres empilés les uns sur les autres sans vraiment de sens. On dirait un peu une ville qui aurait été complètement glitchée. Pour y accéder, il suffisait de suivre les panneaux fléchés de l'étage 9. En revanche, si vous suiviez les panneaux fléchés dirigeant vers un champ de blé, vous tomberez sur l'étage 10, appelé le champ de blé. Et pour vous donner un petit vertige et vous expliquer l'ampleur du truc, voici seulement pour l'étage 11, donc la ville infinie, le nombre de sorties vers d'autres étages des backrooms. C'est gigantesque, c'est véritablement gigantesque, et donc du coup vous comprendrez pourquoi je ne peux pas être exhaustif vis-à-vis de cet univers. Sans transition, voici quelques étages que je trouve intéressants, permettant un peu de comprendre le lore derrière cet univers. Étage 19, le vide sanitaire. L'étage 19 est accessible en passant à travers des trous dans le plafond de l'étage 1. Il se présente comme un grenier extrêmement grand et sombre où très peu d'entités semblent exister. Il est conseillé de ne pas peser trop lourd lorsque l'on y va, étant donné qu'il est très facile de casser le sol en dessous de soi, et il n'est pas vraiment précisé ce qu'il y a en dessous du sol. En se baladant suffisamment longtemps, on peut tomber sur une porte en bois qui, si elle est forcée suffisamment, peut amener aléatoirement à plusieurs autres étages. Néanmoins, si vous ne prenez pas la porte et continuez à marcher sans but, vous finirez par avoir la tête qui tourne, la vision qui devient complètement floue. Cela signifie que vous n'êtes plus dans l'étage 19. À partir de ce moment-là, il faut que vous couriez le plus vite possible et que vous trouviez une sortie. Parce que vous êtes dans un endroit nettement plus dangereux, vous êtes dans la maison de l'étage 140. La vallée sèche est un étage infini d'environ 40 km de diamètre, se présentant comme une vallée asséchée à la température très élevée, donnant une vision un peu floutée, comme si vous étiez dans un rêve. L'intégralité de l'étage semble un peu glitché, comme si votre cerveau essayait de le reconstituer alors que vous le voyez. Mais surtout, il y a un endroit qui est particulièrement dangereux, c'est la maison en son centre. Il est extrêmement déconseillé de s'en approcher, celle-ci apparaît comme corrompue, comme si elle ne voulait pas se former, comme si elle ne voulait pas avoir une forme cohérente. Il est presque impossible de s'en approcher car ça cause des gigantesques effets sur la santé mentale. Vous commencez à entendre des chuchotements, vous avez des hallucinations et vous vous sentez en général très mal avec de gigantesques maux de tête. Donc imaginez sortir de l'étage 19, vous êtes dans le grenier de cette maison, vous êtes en son sein, essayer de trouver une sortie est presque impossible. Ça peut être donc très dangereux de s'y retrouver. J'aime beaucoup l'esthétique étrange et glitchée de cet étage, qui a été atteint, je le pense, en combinant différentes photos à l'aide d'une IA. On le remarque en faisant défiler les photos les unes après les autres à la suite,
où le mouvement et le flot des images semblent se répéter. Étage 12. L'étage 12 est très étrange. En effet, on ne sait pas vraiment comment certains sont rentrés dedans. Il a été décrit comme une simple pièce blanche éclairée avec en son centre une table et une chaise. Rien de bien particulier. Mais ce qui est particulièrement bizarre avec cet étage, c'est qu'il semble pouvoir se censurer lui-même. Aucun enregistrement, image ou vidéo de cet étage ne semble subsister sans être complètement corrompu. En effet, l'étage semble transformer tout enregistrement en du bruit blanc ou une image blanche. Quand elles sont publiées sur internet ou transmises à un autre appareil, ça se convertit en signal SMPTE standard mais monochrome, cette sorte de mire de test de couleur. Sortir de l'étage 12 est difficile, il existe un rapport d'expédition d'un certain Harris qui décrit des étapes précises pour s'en sortir. Ce protocole amènera dans plusieurs étages, notamment un étrange étage nommé -1. Et donc ainsi, laissez-moi vous parler de l'étrange concept des étages énigmatiques. Les étages énigmatiques sont des étages étranges qui ne sont pas numérotés et placés dans l'ordre habituel des backrooms. Leur placement est inexpliqué et souvent leur fonctionnement est profondément inhabituel. L'étage -1 est considéré comme étant en dessous de l'étage 0. Il s'agit d'un couloir infini avec de régulières portes à chacun de ses côtés. Au cours de votre progression dans le couloir, vous entendrez peut-être un silencieux écho d'un air de piano. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'étage -1, le son deviendra de plus en plus fort sans jamais que vous ne l'atteigniez vraiment. N'allez pas trop loin dans le couloir, votre vision se brouillera et votre audition sera parasitée par le son de vieilles pubs des années 30. Si vous persistez dans le couloir, les hallucinations vont commencer à s'intensifier. Vous entendrez des gens parler par-dessus les bruits et vous verrez des hommes dans des costards autour de vous, dont le visage est profondément indiscernable. Aucun voyageur ayant subi ces hallucinations et l'étage -1 en général n'est allé plus loin après ça. Tout le monde s'arrêtant là et revenant en arrière, tellement les effets sur la santé mentale et la psychologie sont énormes. Tous ceux étant revenus ont parlé d'une certaine entité du nom de Nutrisha. Pas plus de précision autour de cette entité, ni même de certitude autour de son existence. Accéder à l'étage -1 est assez difficile, il faut briser un mur de l'étage 0 ou comme je vous ai dit, faire le protocole dans l'étage 12, ce qui n'est pas chose facile. Il est néanmoins assez facile d'en sortir. Les portes tout au long du couloir mènent à d'autres étages, dont les étages 0 et 1, ainsi que le -2 dont on ne parlera pas ici, mais qui est un étage extrêmement dangereux. Étage 2.1, les cavernes de béton. Les étages 2.1 sont un des meilleurs exemples de ce qu'on appelle les sous-étages, qui sont soit des portions internes à un étage ou des étages directement liés à leur étage parent. En l'occurrence, l'étage 2.1 est lié à l'étage 2. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que l'étage 2, donc les tuyaux infinis, était très chaud en termes de température et qu'à certains endroits, les températures devenaient insoutenables, dépassant largement les 40 degrés. Il est possible de no-clip dans ces zones de chaleur extrême. Et à chaque fois que vous ferez ça, vous vous retrouverez dans l'étage 2.1. L'étage 2.1 est un labyrinthe aux murs de briques en béton éclairés par des torches et des ampoules de façon aléatoire. Néanmoins, c'est ces lumières qui font de cet étage un danger extrême. En effet, cet étage est infesté d'une entité appelée Ikari. Ce sont des sources de lumière clignotant légèrement, tuant n'importe qui passant à côté. Il faut casser ces sources de lumière, soit en jetant des objets dessus, ou alors quand il s'agit de lumière provenant de torches, jeter de l'eau d'amande dessus pour les éteindre. Et il est possible également de trouver des trous dans les murs qui mènent à une série de grottes entremêlées, complètement safe, mais sombres et difficiles à parcourir. Le problème de cet étage, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se débarrasse des Ikari en cassant les sources de lumière, l'étage devient de plus en plus sombre et de plus en plus difficile à naviguer, et un voyageur inexpérimenté pourrait largement s'y perdre et ne jamais en revenir. L'étage 283 est un gigantesque parc d'intérieur pour enfants. Celui-ci s'étire de haut en bas, de droite à gauche, derrière et devant. Il est gigantesque et possède différents types d'environnements, oscillant entre des tubes s'entremêlant, des toboggans sombres à la vertigineuse longueur, mais également on trouve de gigantesques châteaux comiquement colorés, des sols en bande élastique, des salons couverts de moquettes, ou alors de gigantesques piscines de boules à la profondeur encore inconnue. L'architecture et l'environnement de l'étage 283, bien que très nostalgique, restent très confinés et propices à la claustrophobie. En plus de cela, de nombreuses entités l'infestent et se cachent à peu près tous ses recoins. Des chiens de chasse, des smilers, des voleurs de peau, des clumps, bref, tous ceux qu'on a pu définir juste avant. Mais on y trouve également une autre des entités les plus présentes dans les backrooms, les facelings. C'est une des premières entités à avoir été découverte,
et ils ressemblent de manière identique à n'importe quel autre être humain, à l'exception qu'ils n'ont pas de visage. En effet, de la peau le recouvre entièrement. On en trouve de nombreux types, mais majoritairement deux, des facelings adultes et des facelings enfants. Les adultes sont amicaux et deviennent agressifs uniquement si on les agresse, ils peuvent ressembler à des hommes, des femmes ou des personnes androgynes, mais les enfants, eux, sont presque exclusivement féminins et possèdent souvent des objets coupants avec eux, comme des bouts de métal, de verre ou des couteaux. On trouve particulièrement les facelings adultes dans l'étage 283, dans les salons, aussi appelés les lounges. Les facelings enfants, eux, sont dispersés dans tout le reste de l'étage. Et ils peuvent être observés soit assis là sans rien faire, soit en train de donner de la nourriture ou des boissons. Nourriture et boissons disponibles en grande quantité dans les lounges, le seul endroit à peu près safe de l'étage 283, sous la forme de restes dans des assiettes ou de fontaines de boissons. Le reste de l'étage 283 est plutôt dangereux, les tubes s'entremêlent et peuvent être un véritable dédale infini, on y trouve notamment des labyrinthes, et comme l'espace est restreint, la moindre entité qui vous attaque devient tout de suite inévitable. Un endroit en particulier à éviter, c'est les piscines de boules, qui sont atteignables à partir de toboggans. Elles semblent toutes infinies, du moins c'est ce que l'on peut observer, étant donné qu'elles sont couvertes d'un épais brouillard et qu'il est impossible de se déplacer à l'intérieur, étant donné qu'elles agissent comme des sables mouvants, entraînant tout voyageur à l'intérieur de ces profondeurs infinies jusqu'à ce qu'il soit écrasé par la masse de toutes les boules en plastique se situant au-dessus d'eux. Il existe de nombreuses sorties à cet étage qui est très détaillé et que l'on va arrêter de détailler ici, mais une sortie en particulier qui me paraît important, c'est une sortie dans les salons qui prend la forme d'une porte en bois avec écrit Fun au-dessus, qui amène à un étage extrêmement important pour l'univers des backrooms et pour mieux comprendre sa communauté. Alors, ça peut faire rire d'avoir un niveau qui s'appelle Level Fun avec un smiley comme ça, mais en réalité, ne vous y rendez surtout pas. Il s'agit d'un des étages les plus dangereux de l'intégralité des backrooms, une sorte de pandémie qui infiltre l'intégralité des backrooms, les étranges entités du nom de Partygoers. Ce sont des créatures bipèdes non humanoïdes. Elles sont grandes, recouvertes d'une sorte de peau épaisse, le plus souvent d'une couleur jaune vif. Il existe également des spécimens rouge vif, vert, bleu, de toutes les couleurs en réalité. Ils ne semblent pas avoir de traits du visage, à l'exception d'entailles qui forment un sourire sur leur visage. Les Partygoers ont des creux avec des dents aiguisées au bout de leurs bras. Dans les documents du Wikidot, on les décrit comme similaires à des bouches de lamproie. On peut voir des Partygoers dans presque tous les étages des backrooms. Ils sont extrêmement agressifs. Ils sont dotés d'une grande intelligence, capables de comprendre des mécanismes complexes et pouvant notamment traverser à peu de choses près tous les étages des backrooms pour chasser des victimes. Ils ont la capacité de transformer qui que ce soit en un autre Partygoer en utilisant leurs bras comme ventouses quand ils attrapent un survivant. Il est dit que cette transformation est mentalement immédiate, mais les effets physiques apparaissent seulement après quelques heures, qui peut permettre à un Partygoer en devenir d'infecter tout un groupe d'êtres humains ne se rendant pas compte de l'infection. Ils veulent absolument vous amener à leur fête. Et cette fête se situe dans un des étages des backrooms, le level Fun. Leur fête consiste à transformer des cadavres de leurs victimes en gâteaux, cupcakes, etc., dans l'objectif de les consommer. En dehors de ces fêtes, quand ils n'arrivent pas à transformer un humain en particulier, ils le donnent en pâture aux party hosts, leur leader. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec les Partygoers, c'est qu'ils semblent avoir infiltré le site même, le Wikidot des backrooms, utilisé par la quasi-totalité des survivants dans le canon de l'histoire comme un moyen de se renseigner sur les backrooms. Ce qui fait que presque peu importe où vous irez sur le site des backrooms, sur le Wikidot, vous tomberez sur des messages signés avec ce signe, égal parenthèse, faisant un smiley. En réalité, ce sont très souvent des messages mis par les Partygoers dans l'objectif de leurrer des voyageurs crédules. Il existe néanmoins une page d'entité décrivant les Partygoers qui a été cachée par un des groupes et organismes des backrooms. Ah oui, parce qu'il y a des groupes de survivants, bien sûr. Il y a des survivants qui se rejoignent et qui essayent de trouver une sortie au backroom. Il y en a deux en particulier qui sont extrêmement importants, le MEG et le BNTG. Le MEG est la plus grande faction des backrooms. Son objectif depuis sa création était de trouver un échappatoire pour en sortir. Leur activité consiste à explorer les backrooms, faire des cartes des différentes zones et éliminer les entités hostiles aux humains. Le groupe est divisé en plusieurs petites équipes et l'objectif est de faire un maximum de rapports sur l'intégralité des étages et ils sont à l'origine du site Wikidot sur les backrooms. C'est le groupe d'explorateurs le plus important, c'est littéralement leur nom, Main Explorer Group. Et ils constituent une sorte de lueur d'espoir pour tous les survivants présents dans les backrooms. Ils essayent à tout prix de trouver une sortie vers la réalité, aussi appelée les front rooms, mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment réussi.
Et encore aujourd'hui, ils essayent de persister dans ce dédale. À côté, on a le BNTG, ou le Backrooms Non-Aligned Trade Group, groupe commercial non aligné des backrooms. C'est un organisme indépendant créé à l'origine par le MEG, mais qui s'en est détaché par la suite. Il s'agit d'un regroupement d'assassins et de mercenaires possédant tous différentes ressources pour marchander avec quasi n'importe qui. Leur base principale s'appelle le Trader's Keep, ou Donjon des Marchands, à l'étage 1, où ils ont aménagé des sortes d'appartements pour que les survivants y restent et soient protégés par le groupe. Il est dit que le leader du BNTG se fait appeler le Keeper, gardien en français, mais il est encore inconnu si une telle personne existe réellement ou s'il s'agit simplement d'une rumeur. Les objets que le groupe collecte sont stockés dans le Trader's Vault, le coffre-fort des commerçants, une longue succession de garages organisés pour contenir une grande variété d'objets différents sur un très grand couloir. A priori, rien de ce qui n'y rentre ne finit par en ressortir. On n'a que très peu d'informations sur ce gigantesque coffre-fort étant donné que le BNTG garde secret tout ce qui le concerne. Même au sein du groupe, il est conseillé de rester silencieux sur le sujet. Il est difficile de savoir exactement quelle position ont le BNTG, s'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs pour les backrooms, mais un truc est sûr, ils sont extrêmement présents. Si tu as envie de troquer, ils sont là. Et on arrive très rapidement à la fin de ma description du lore avant de commencer un peu plus à parler de tout ce qu'il y a autour. Et j'aimerais vous parler d'un dernier étage, un étage très connu et que je trouve personnellement terrifiant. La fin. C'est un étage mystérieux qui est accessible seulement de quelques petites manières et qui est profondément terrifiant. Cette image me remplit d'un certain sentiment de crainte et de profond malaise. Il s'agit en réalité d'un espace piège qui donne l'impression à quiconque y entre qu'il a échappé au backroom, ce qui est en réalité faux. Car si vous ne l'avez pas compris, on ne peut pas sortir des backrooms. Et cet étage sera là pour détruire votre dernier monceau de santé mentale. Il est extrêmement difficile d'en sortir, peut-être peut-on no clip, on ne sait pas. Mais un truc est sûr, c'est que c'est un étage qui met extrêmement mal et qui finit lentement par consumer les gens y entrant. Voilà, ma description des backrooms est ici. À la base, je voulais parler d'encore plus d'étages, mais finalement, je trouvais ça peut-être un peu redondant. Et vous finissez par comprendre le truc. Je vous invite à vraiment explorer ce Wikidot, c'est vraiment un super projet. On est en face d'un héritier direct du très célèbre concept SCP. Pour ceux qui ne connaissent pas, SCP ou Secure Content Protect est un projet d'horreur communautaire sur internet qui a eu pour origine 4chan et qui pareil possède un wiki faisant la liste de nombreuses créatures paranormales gardées par une organisation secrète. On trouve énormément de similitudes entre le Wikidot Backroom et les SCP. Les pages sont écrites d'une manière très similaire, avec cet aspect un peu faussement scientifique. On retrouve également des mêmes méthodes de classification des étages qui ressemblent énormément aux classifications des SCP. Bref, clairement, on est en face d'un gigantesque hommage au SCP, dans lequel on va infuser une mode dont vous avez probablement entendu parler si vous suivez l'horreur sur internet, ou alors à laquelle vous avez probablement été exposé de manière indirecte, la fameuse mode des liminal spaces. J'en ai parlé dans une vidéo, mais en réalité sans donner le mot liminal. C'est la vidéo où je parlais d'une mode où des gens faisaient des compiles d'images sur YouTube, de photos d'endroits dans lesquels on avait l'impression d'être déjà allé, mais en réalité dans lesquels on n'était jamais allé et qui étaient en fait des environnements profondément emplis de solitude, impersonnels et vides, avec des esthétiques très vieillottes qui donnaient vraiment un sentiment de malaise intérieur. Je suis fasciné par cette esthétique depuis plus d'1 ou 2 ans, et les backrooms ont été un peu le pic de cette mode, notamment quand on se rend compte que l'intégralité des étages des backrooms, et surtout l'étage 0, l'image de base qui a démarré tout le mythe, tout est basé sur des liminal spaces qui existent déjà. Donc du coup, quelles sont les origines des backrooms? D'où viennent-elles? Comment ça a démarré? Et est-ce qu'on peut trouver l'origine de cette photo qui a démarré tout le mythe? Tout commence le 12 mai 2019, quand un utilisateur sur 4chan demande aux autres amateurs du board de participer en postant des images inquiétantes
et qui dégage une atmosphère bizarre. Off. Il démarre le thread avec l'image aujourd'hui très connue des backrooms. C'est une des réponses à ce thread qui donnera l'histoire qui a démarré tout le mythe. Le fameux texte que je vous ai lu au début de la vidéo. Le texte et l'image seront collés et 2 jours plus tard, ils seront publiés sur le subreddit r/greentext dédié aux petites histoires courtes provenant de 4chan écrites en greentext, un format très cher au site. Ce post intitulé Worse Than Any Creepypasta Out There comptabilisera 32 000 points et fera un mini buzz à l'échelle de Reddit. Les gens ont eu réellement une réaction viscérale au backroom et à la base, même si c'était l'origine seulement de gigantesques mèmes dont vous avez probablement entendu parler et juste de blagues, les gens aimaient vraiment le concept et au fur et à mesure, de nombreuses choses se sont créées. Notamment 4 jours après seulement le post Reddit, un utilisateur du nom de YourDNDGuy s'inspire de l'image et de l'histoire et poste lui-même une creepypasta sur Reddit, faisant peu de bruit à l'époque mais qui montre déjà qu'il y a un engouement sérieux au-delà des mèmes. Des gens commencent à faire des visualisations, des vidéos les montrant, des créations 3D, des animations. Puis le 22 juin 2019, Markiplier, un youtubeur gaming que j'adore, fait une vidéo sur un jeu vidéo qui a été inspiré sur les backrooms. Ce jeu s'appelle Backrooms Game et ainsi il va contribuer encore plus à la propagation du mythe. Puis ensuite tout ça va se rediriger sur TikTok. L'image des backrooms va énormément être associée au phénomène des liminal spaces. Des gens vont commencer à créer des ARG, je suis bloqué dans les backrooms, j'ai besoin d'aide, et ainsi de suite. Énormément de choses vont en découler. Tellement de choses que je ne pourrais pas vraiment traiter dans cette vidéo. Et c'est seulement le 28 mars 2020 que le Wikidot sur le sujet a été créé par quelques personnes qui étaient déjà présents sur un autre wiki, un wiki de type Wikifandom, qui lui commençait à partir un peu en couille pour créer un univers étendu des backrooms qui s'est créé peu à peu à travers de créations les plus populaires de la communauté. Tout est un projet communautaire qui semble être apparu de nulle part. C'est un truc de fou à quel point la créativité sur internet était bourgeonnante à ce moment-là. Et finalement, les niveaux des backrooms sont arrivés assez tard et ont ramené un nouvel engouement dans les backrooms, tellement ça a rajouté un sentiment presque MMO et presque jeu de rôle au truc, avec des règles particulières qui semblent bizarres. Enfin, les gens ont commencé à vraiment choper l'engouement, même si moi j'ai tendance à trouver que ça part un peu trop en couille et que l'organisation devient un peu trop bordélique. J'aime pas trop la présence de groupes et d'autres survivants. J'aime bien le côté solitude qu'amènent les liminal spaces. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des trucs à faire. Et d'autres personnes comme moi aimaient bien cette période où tout était plus simple. Mais en même temps, j'adore le côté profondément trou de lapin dans lequel on peut s'immiscer et découvrir des centaines et des centaines de pages, toutes plus créatives les unes que les autres. Et au fur et à mesure que tout ça commençait à se découpiller, les gens ont commencé à faire des recherches sur une chose, l'origine de cette photo. L'origine de cette photo, où a été prise cette photo? Et bien c'est là qu'il y a un truc formidable, c'est qu'on ne sait pas du tout. La plus vieille itération de cette image, c'est le 21 avril 2018, quand un utilisateur anonyme de 4chan posta l'image sur un thread du board X dédié au paranormal sur 4chan et aux discussions autour, au sein d'un thread sur les images cursed, des images qui font peur dues à leur côté profondément illogique, bizarre et lo-fi. À l'époque, les backrooms n'existaient pas, mais c'est la plus vieille itération de cette image. Après ça, aucune idée d'où vient cette image. Quand est-ce qu'elle a été prise? Où elle a été prise? Vraiment, ce serait ouf de pouvoir se rendre dans les backrooms. Et plusieurs efforts ont été réalisés, notamment 4 vidéos de l'utilisateur Crowbar Boy, qui a permis de trouver de nombreuses images souvent associées à l'étage 0 des backrooms, mais l'image originale, celle qui a tout démarré, reste emplie de mystères. Des rumeurs disent qu'il s'agirait d'une annonce toute conne de Airbnb, d'autres diraient que c'est la personne qui l'a posté sur 4chan en 2018 qui l'a trouvée, d'autres disent qu'elle existait quelque part sur internet mais qu'elle a été supprimée. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. C'est quand même particulier que l'image qui a démarré toute une rumeur autour de réalité alternée semble être la seule image de ce projet dont l'existence est un mystère complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Merci, voilà, encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo, j'arriverai à la poster pour Halloween. On verra si j'ai réussi. Moi, au montage, dis-le moi. Voilà. J'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra, donc j'espère que ça va pas couper automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très étrange par rapport à l'habitude. J'ai vraiment très peur de poster cette vidéo. Ça m'a demandé énormément de taf. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur les backrooms. J'ai peur que ça vous déplaise parce que c'est moins ancré dans la réalité. C'est beaucoup plus de l'imaginaire. J'espère que vous avez pu vous immerger dans cet univers, que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu transmettre, cet amour de l'esthétique. Et pour l'occasion de cette vidéo, de ce Findings Halloween, je sors un mini-album suite de mon album de Liminal Wave, Man in the Abyss All for a Face, donc un album de musique ambiante un peu bizarre. J'en ferai une analyse et une explication un peu plus complète dans une autre vidéo où je ferai un bilan sur le projet que j'avais fait de la Liminal Wave. Vous comprendrez. Mais voilà, c'est sorti, ça s'appelle A Season in the Dark, Bottomless Trench. Je vous invite à aller le regarder, le lien est dans la description. Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé tout ça. Je suis vraiment crevé. Le tournage était mais long, mais terriblement long. Maintenant, je vais aller dormir. J'espère que vous avez trouvé ça bien. J'ai vraiment donné tout mon cœur dans cette vidéo. À la prochaine. Merci beaucoup. Créer sur Internet, créer des projets comme ça. C'est dommage que sur Internet français, on n'ait pas des projets comme ça aussi. Vraiment créer. On veut aussi essayer de foutre la misère aux anglophones en faisant des projets vraiment incroyables, communautaires, horrifiques sur Internet. Vraiment, pour l'amour de l'esthétique de l'horreur,